Étienne Grandmont est en studio. On va parler de transport avec lui beaucoup. On va commencer avec cette sortie la semaine dernière. Étienne, vous êtes sorti dans les médias. Vous avez organisé une point de presse pour, disons, mettre de la pression, là, je dirais, certainement sur François Legault, en tout cas pour qu'il s'engage de façon plus définitive sur le projet de tramway, mais aussi il y avait un appel aussi à Ottawa, là, parce que ce qu'on sent, c'est que, puis on avait une chronique là-dessus hier avec notre chroniqueur municipal David Lemelin, l'élection éventuelle d'un gouvernement conservateur à Ottawa viendrait compliquer énormément ce dossier-là. Exact. Oui, puis en fait, pour le dire en bon français, on voulait que le premier ministre se déniaise. Parce que ça fait déjà, c'est un dossier qui traîne depuis très longtemps. Quand les caquistes sont arrivés au pouvoir en 2018, ils ont décidé de reprendre le dossier, de reprendre le projet qui avait été signé par le précédent gouvernement, par Philippe Couillard, avec le maire de l'époque, M. Labombe. Ils ont décidé de poursuivre. En même temps, on l'a bien vu là, pendant ces 6 années-là. Combien ça a été difficile pour eux, combien c'est un projet qui n'était pas nécessairement appuyé par l'entièreté du caucus de Québec notamment. Et donc, après de multiples rebondissements, puis après avoir donné un mandat à la branche infra de la CDPQ, donc CDPQ Infra, et quand d'avoir pris connaissance de son rapport qui a été déposé là, le 12 juin, le lendemain, le 13 juin, le premier ministre, flanqué de sa ministre des Transports, Mme Guilbeault, puis de son ministre responsable de la capitale nationale, Jonathan Julien, donc c'est quand même un message assez fort, là, on comprend, là, c'est les ténors de la grande région de Québec, plus le premier ministre. Le premier ministre s'est engagé à réaliser ce projet-là, la phase 1, à tout le moins, proposée par la CDPQ Infra du tramway. Rappelle-nous un peu la phase 1, c'est... Essentiellement, c'est le projet initial qui avait été signé par M. Labaume et M. Couillard. Donc, un tramway qui part de Charlebourg, par le centre-ville, puis après ça, qui se rend dans le coin du secteur du IKEA, le secteur Chaudière, que ça s'appelle. Donc, une première phase. Puis après ça, les phases subséquentes, il dit on verra rendu là. C'est ça. Notamment là, du meilleur transport collectif pour faire de l'interrive, se rendre à Lévis, avoir un SRB sur Guillaume Couture. Puis la troisième phase, qui elle est encore plus loin, c'est un éventuel tunnel de transport collectif de centre-ville à centre-ville. Donc, du transport lourd, mais interrive, centre-ville. Et ce samedi, donc le 21 septembre, ça faisait 100 jours. Donc, c'est pour ça que vendredi, on a fait un point de presse avec des citoyens. Donc, il y avait Sol Zanetti, député Jean Lesage, mon collègue solidaire, puis beaucoup de représentants des différents conseils de quartier qui seront touchés par l'éventuel tramway. Donc, on sent qu'il y a un appétit très fort. Puis, évidemment, des citoyens aussi. Donc, on avait une belle gang de personnes. Beaucoup de médias quand même présents, de nombreux micros, de nombreuses caméras. Et le message, c'était ça. Ça fait 100 jours que vous avez annoncé que vous relancez le projet. Quand est-ce qu'on s'y met pour vrai? Parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a toujours pas d'entente entre le gouvernement et la CDPQ Infra. Pas d'entente signée encore pour voir la réalisation du tramway. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais en commission parlementaire sur le projet de loi 61 dont on va parler juste après, là, qui va créer l'Agence Mobilité Infra-Québec. Et CDPQ Infra, les représentants de CDPQ Infra étaient présents lors de cette audience-là. Alors, je me suis pas gêné pour leur demander où en était la négociation pour la réalisation du tramway, puis quand est-ce qu'on pouvait avoir une entente. Leur mot à eux, ça a été le projet, là, on l'aime. Évidemment, c'est eux autres qui l'ont conçu, là, qui l'ont comme imaginé, validé. Donc, eux autres, ils se disent prêts à le réaliser le plus rapidement possible. Ils attendent juste la signature. Ils espèrent ça pour le plus rapidement possible. Mais pour l'instant, là, ce qu'on comprend, c'est que il y a quelqu'un au gouvernement qui fait retarder cette signature-là. On ne sait pas pourquoi, puis on ne sait pas qui. Mais c'est pour ça qu'on voulait mettre de la pression, parce qu'il faut démarrer ça le plus rapidement possible, parce qu'évidemment, comme tu l'as dit, il y a l'élection fédérale qui nous pend au bout du nez. Puis mais justement, est-ce que ça pourrait pas être ça la raison pour laquelle il y a quelqu'un au gouvernement québécois qui hésite à aller de l'avant avec le projet? Parce qu'il y a une part du financement de ce gigantesque projet-là qui est fédéral. C'est beaucoup de milliards. Là, oui, c'est 40% des 4 premiers milliards, du premier estimé de prix qu'on avait eu. Là. Ouais. Donc, 40%, ça fait 2,4 milliards à peu près. Là. Le gouvernement fédéral actuel, libéral, se dit en faveur du projet, si je me trompe pas. Donc, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il va y avoir des élections fédérales probablement dans les 6 ou, je sais pas, dans l'année qui vient certainement. Ouais. Il y a de fortes chances que ce gouvernement-là tombe et soit remplacé par un gouvernement qui est pas favorable au financement de ce projet-là. C'est pas normal qu'à Québec, il y ait des gens qui branlent dans le manche un peu, sachant cela, non? Ouais, il y a des gens qui disent que la CAQ aimerait que le fédéral porte l'odieux d'une non-réalisation de ce projet-là. C'est un peu ça. En même temps, moi, ce que je dirais, c'est si la CAQ veut vraiment que ce projet-là se réalise, j'espère que la ministre des Transports, qui se dit nationaliste sur ces enjeux-là, j'espère qu'elle va se battre avec nous autres pour demander l'argent
qui est le nôtre, en fait, là. D'abord, celui qui a été réservé, le 2,4 milliards, c'est notre argent. Il a été tagué, il a été identifié pour être dépensé sur un projet de tramway à Québec. Donc, on va tout faire. Ça, c'est à Ottawa. Oui, exactement. S'assurer que cet argent-là d'Ottawa, mais c'est notre argent à nous, c'est nos taxes, nos impôts, que cet argent-là nous revienne et soit là pour la réalisation du tramway. Puis, on sait que ça va coûter plus cher que le 4 milliards qui avait été prévu initialement. Donc, est-ce que la ministre des Transports, elle aussi, va se battre avec nous autres pour aller chercher plus d'argent encore au fédéral? Parce qu'il faut réaliser ce projet-là. Après ça, oui, des élections. Oui, Pierre Poilievre s'est dit opposé au projet de tramway. Moi, j'aimerais rappeler quand même quelque chose. Si jamais Pierre Poilievre nous écoute en ce moment, il y a des compétences. Les compétences québécoises, les compétences des municipalités. Le transport, ça nous appartient. C'est pas au fédéral de décider quel projet il va financer. En plus, ça vient de projets qui sont normés pour des infrastructures vertes, pour des projets de transport collectif. Cet argent-là, c'est à nous. C'est pas à lui de venir nous dire comment dépenser cet argent-là. C'est bien important pour nous autres. Voilà. Bon, on va parler un peu de ce projet de loi 61 qui prévoit la mise sur pied de cette fameuse agence Mobilité Infra. Ouais. C'est encore flou dans la tête de beaucoup de gens. À quoi ça va servir, cette agence-là? Peux-tu nous l'expliquer un peu? Oui, bien, on a eu la chance. Là, le projet de loi a été déposé donc au début, à la fin de la session précédente. Donc, on a eu l'été pour le lire. On a déjà aussi eu des audiences particulières. Donc, un projet de loi, je rappelle, il y a toujours plusieurs phases. D'abord, on entend des groupes de la société civile, des partis impliqués, des experts pour nous dire qu'est-ce qu'ils pensent de ce projet de loi-là, nous faire des suggestions d'amélioration. Une fois que ça c'est fait, après ça, on rentre dans l'étude détaillée, article par article. On va étudier le projet de loi, puis nous aussi proposer des amendements pour améliorer ce projet de loi-là. Bon, donc la lecture et les audiences particulières nous ont fait comprendre bien des choses par rapport à ce projet-là. D'abord, l'agence Mobilité Infra-Québec, c'est pas une agence qui va pouvoir... C'est une agence qui va pouvoir à la fois faire des projets de transport collectif, mais aussi des projets routiers. Donc, on n'est pas en train de, comme le disait la ministre, reprendre les destinées du transport collectif. On pourrait se retrouver dans la même situation qu'on est actuellement avec le ministère des Transports depuis des années, une agence qui serait très experte dans le développement de projets routiers, puis qui serait très, très mauvaise pour développer des projets de transport collectif. C'est votre crainte, ça. C'est une des craintes. L'autre crainte qu'il y a aussi, c'est il y a des articles qui prévoient que l'agence pourrait, une fois qu'elle a construit ou reconstruit une infrastructure de transport, routière ou collectif, elle pourrait le donner en exploitation, donc en opération au privé. C'est une possibilité. Donc, on pourrait avoir une agence qui crée des projets, qui les construit, mais qui après ça le fait opérer par le privé. Donc, le déploiement, le fait de le faire rouler par des chauffeurs, ça pourrait échapper aux sociétés de transport. Puis on pourrait se retrouver avec la même problématique qu'on a avec le REM à Montréal, où tu as comme deux systèmes qui fonctionnent en parallèle et qui doivent essayer de s'entendre pour bien fonctionner. C'est pas la STM qui fait rouler le REM à Montréal. C'est une entité particulière, c'est la CDPQ Infra. Donc, il y a vraiment des risques là de voir une potentielle privatisation du transport collectif. Ça nous inquiète. Autre élément aussi qui nous interpelle, qui nous inquiète beaucoup, c'est que une fois que CDPQ Infra se fait donner le mandat de construire ou reconstruire une infrastructure, elle peut imposer ce projet-là à une municipalité. Elle peut aussi imposer une participation financière à une municipalité. Ben là, les villes, à un moment donné, contribuent déjà. Par exemple, pour le transport collectif, là, quand un projet est fait, là, est réalisé, d'abord, actuellement, pour du transport lourd, les municipalités ne payent pas pour la réalisation du projet. L'entente depuis les années 90, c'est le gouvernement du Québec puis le fédéral paye pour l'infrastructure, le tramway ou le métro. Puis après ça, l'opération, le fait de le faire rouler, ça relève des municipalités. Mais là, on lui rajouterait en plus une part de la réalisation. Mais la ville contribue déjà, là. Elle fait déjà l'aqueduc, les égouts, elle refait l'urbanisme, les rues, elle réorganise ses systèmes de transport collectif autour du nouveau système de transport. Il y a déjà une contribution importante des municipalités, mais non, la ministre voudrait leur rajouter un fardeau. Fait que ça... La ministre des Transports le dit très clairement, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait dit le transport collectif, c'est pas la mission de l'État. Elle veut se désengager le plus possible de tout ce qui est transport collectif. Ce qui lui appartient, ce qui lui reste, ce dont elle est fiable, ce qu'elle veut réaliser, là, c'est des routes, des élargissements d'autoroutes, des nouveaux troisième liens, des prolongements, des élargissements, des nouvelles bretelles d'autoroutes. Le transport collectif, là, si elle pouvait s'en débarrasser à 100% vers les municipalités, elle le ferait. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ça? Les villes n'ont pas d'argent tant que ça, là. Ben, c'est ce qui se passe en ce moment. Ce sont les récriminations de M. Marchand, notamment. Exact. Ouais. Donc, il y a vraiment un enjeu potentiellement. Pour... Non, c'est ça. Puis, donc, les villes, si elles ont plus assez d'argent pour être capables de faire rouler du transport collectif avec moins de revenus qu'avant la pandémie, on doit quand même le dire, là, même si le retour à l'achalandage, l'achalandage est de retour à des niveaux qui sont presque pré-pandémiques, il y a quand même moins d'argent qui rentre. Là, on veut leur rajouter un fardeau financier en plus. Qu'est-ce que les municipalités vont faire?
t'as pas beaucoup d'options. En tout cas, t'as pas beaucoup d'options pour booker un budget. Là. Soit tu vas augmenter tes prix, soit tu vas réduire la fréquence ou réduire ton service. Ouais. Dans les deux cas, là, on est en train de prendre une pente très descendante, une spirale de la mort, vers de moins en moins de services de transport collectif et aussi de moins en moins d'achalandage. Ouais. Une bonne façon de tuer le transport collectif. De l'histoire où on devrait justement miser davantage sur le transport collectif. Exactement, sa principale obsession, là, ça devrait être d'envoyer le Québec vers plus d'utilisation de transport collectif. En entrevue, Étienne, vous avez dit que vous espériez que l'agence ne fasse pas perdre son expertise aussi aux sociétés de transport collectif, alors qu'on devrait justement multiplier les options de transport collectif. Ouais, sur le fond, je suis pas en désaccord avec l'idée qu'on ait une certaine expertise au sein du ministère des Transports. Est-ce que ça devait passer par une agence? Je pense pas. Ça aurait pu être développé à l'intérieur du ministère des Transports. Mais on a besoin d'une expertise, puis on a besoin que cette expertise-là puisse se déplacer puis accompagner les villes. Moi, j'y crois. C'est un partenariat entre le gouvernement du Québec puis les municipalités. Développer des projets d'infrastructure de transport collectif ou routière complexe, ça nécessite évidemment une expertise que toutes les villes n'ont pas. Donc, moi, je pense que c'est important. Maintenant, il faut pas vider les villes puis envoyer toute cette expertise-là non plus au ministère des Transports ou à l'agence. Puis, il faut pas non plus passer par-dessus l'expertise des sociétés de transport puis des villes qui ont la maudite compétence de l'organisation de leur territoire, de l'occupation de leur territoire. C'est elles qui doivent voir à ça et c'est à elles. Donc, l'agence ne doit pas passer par-dessus eux autres non plus. Où en est ce projet de loi-là maintenant? Alors, donc, on commence l'étude détaillée sous peu. On a terminé les audiences particulières. Et puis, normalement, je m'attends à ce que la semaine prochaine ou la suivante, là, on commence l'étude détaillée. J'ai l'impression que le gouvernement a pris acte de certaines recommandations là, des différents groupes qu'on a rencontrés et doit être en train de plancher sur quelques amendements pour le modifier, l'améliorer. Donc, on aura certainement quelques victoires à partager là, avec la société civile. Mais donc, on va commencer par la suite là, assez rapidement. Un mot sur la grande manifestation qui aura lieu ici à Québec. Enfin, il y aura des manifestations un peu partout dans la province, mais il y en aura une ici, donc le 27, c'est vendredi, pour sensibiliser les gens à l'urgence climatique. Vous serez là, je présume? Oui, exactement. On va pas manquer ça. C'est sûr que c'est une belle manifestation. C'est important de se mobiliser, évidemment, pour cet enjeu important. Donc, tout ce que je voulais faire aujourd'hui, là, c'était vraiment inviter les gens à être présent en très grand nombre à cette manifestation-là qui est organisée par plusieurs organisations. Ça se passe, le démarrage de cette manifestation-là, c'est au Parc des Braves. Et donc, en fait, ce qu'on veut dénoncer, en fait, c'est l'inaction gouvernementale. Puis, je pense que les grands messages doivent tourner quelque chose autour de il faut en faire davantage pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On sait combien c'est hallucinant. Encore des articles hier ou avant-hier sur l'acidification des océans. On commence à mesurer vraiment l'impact très, très fort des changements climatiques. C'est beaucoup plus que juste l'augmentation de la température, ce qui réjouit certaines personnes qui comprennent mal la différence entre la météo et le climat. Mais c'est aussi donc l'acidification des océans, c'est aussi donc de notre golfe Saint-Laurent. C'est aussi, et donc un impact aussi très très important sur la faune marine. C'est aussi des épisodes hallucinants comme des événements météo extrêmes comme celui qu'on a vécu cet été là, avec la tempête Debby qui a coûté, Colin, 2,5 milliards de dollars au Québec. Des fois, on dit que peut-être que si on le formule de cette façon-là, en termes de coût économique, on va réussir à sensibiliser des gens qui sont un peu dubitatifs ou qui veulent pas croire au changement climatique. Si on leur dit, écoutez, ça nous coûte des milliards à chaque année. Là. Si ça vous convainc pas, puis tant que les assureurs vont payer, tant que le gouvernement va payer pour dédommager les gens qui ont été touchés par ces tempêtes-là, on dirait que c'est un coup du sort, puis ça arrive, puis tout ça. Le problème, c'est que ça arrive de plus en plus souvent, les dommages sont de plus en plus coûteux, puis les assureurs veulent de moins en moins assurer, puis le gouvernement du Québec aussi veut de moins en moins payer pour ça. Écoute, on est en train de penser à enlever, puis je dis il y a des réflexions en haut, bien en haut de nous autres, là, il y a des réflexions actuellement sur la possibilité de ne plus avoir d'appartement, par exemple, en sous-sol, parce que ce serait plus assurable. T'imagines, tu as un coup d'eau, là, puis l'appartement est complètement défait. Il y a des propriétaires qui pourront plus, peut-être, dans quelques années, dans quelques mois, louer leur sous-sol parce qu'ils seront plus capables de les assurer. Ça représente je sais pas combien de logements. Déjà, J'ai pas vu de chiffres passer encore, mais dans un contexte de pénurie de logements,
on pourrait se retrouver avec des logements qui disparaissent parce qu'on ne voudra plus les louer tout simplement parce qu'ils sont pas assurables. T'imagines-tu comment, dans le fond, cette crise climatique-là commence à avoir un impact sur d'autres aspects de la vie qu'on n'avait juste pas soupçonné? Parce que ça va toucher les gens. Il y a ce que les spécialistes avaient anticipé, mais il y a aussi les surprises funestes. Là. Tu sais, à chaque année, on lit des articles. C'est des conséquences qu'on n'aurait jamais imaginées, qui relevaient un peu du fantastique là, dans l'imaginaire il y a 10-15 ans. Puis c'est ça. Ça fait partie des surprises de cette crise climatique-là. Ouais, puis surprise noire. Puis peut-être qu'on va peut-être finalement se rendre compte que finalement ça a un impact, ça a un impact très très grand sur notre qualité de vie. Regarde les enjeux touchant à l'immigration. Je veux dire, on est quand même relativement chanceux au Québec, au Canada. L'impact des changements climatiques se fait sentir avec un certain décalage. Puis on n'est pas les plus touchés actuellement au Québec. Mais on le voit là, que des gens se déplacent parce que les conflits ailleurs dans le monde pour être capable d'avoir accès à l'eau, par exemple, se multiplient, puis ça amène des vagues de migration. On commence à avoir les terres arables qui disparaissent dans les pays. Regarde le discours actuellement là, dans notre société sur l'immigration. Regarde comment c'est rendu tellement polarisé. Ça ne peut que se polariser davantage parce que les demandes pour venir au Canada, pour se réfugier là où il y aura des possibilités de vivre sans les impacts directs ou indirects des changements climatiques, ben, les gens vont fuir ça. Donc les demandes vont être encore plus grandes. L'immigration illégale aussi potentiellement. Les gens cherchent à vivre une vie, comme vous et moi, là, hein, ils cherchent à vivre une vie qui a du bon sens pour eux, pour leurs enfants, pour leur descendance. Et on risque d'avoir des tensions encore plus grandes dans l'avenir. Donc, bon, c'est un peu pessimiste, peut-être comme discours à matin à 8h moins 5. Je suis désolé pour ceux qui... Non, mais on ne le martèlera jamais suffisamment. Mais on ne le martèlera jamais assez suffisamment. Puis je sais probablement que les gens qui écoutent CKIA en ce moment sont peut-être pas les gens qui sont les plus à convaincre non plus. On connaît un peu votre auditoire, sont bien informés, sont sensibilisés, mais il faut vraiment passer le mot, il faut vraiment agir le plus rapidement. Puis ça, c'est autant sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, mais l'autre grand aspect aussi, c'est l'adaptation au changement climatique. On est tellement pas prêt. On le voit à chaque année. On a des feux, on a des inondations et autres catastrophes. Et malheureusement, le gouvernement investit pas assez, puis il pourrait jouer un rôle très, très grand pour s'assurer que nos communautés soient plus résilientes aussi. Et un des objectifs de cette manifestation-là de vendredi, c'est de propager ce message-là. Exact. Départ au Parc des Braves, donc à 15h vendredi. Il y aura du monde. Ce sera militant, mais toujours festif. Ce sera aussi pour commémorer donc les 5 ans de ces gigantesques mobilisations-là qui avaient eu lieu partout dans le monde. À Montréal, je pense qu'il y avait eu un demi-million de personnes. Un demi-million de personnes dans les rues du Québec. Ouais. Puis effectivement, là, on sait combien la pandémie a coupé un peu les ailes de cette mobilisation-là qui prenait son essor et qui était franchement inspirante et enthousiasmante. Donc ce qu'on espère, c'est qu'on a un maximum de personnes pour qu'on puisse retrouver le plus rapidement possible cette mobilisation-là parce que, comme tu le disais tantôt, là, les enjeux environnementaux et climatiques ne sont pas moins importants aujourd'hui qu'il y a 5 ans. C'est ça. Merci beaucoup, Étienne. Merci à toi. Bonne semaine. Bye-bye. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine. Lundi,